Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce deuxième numéro de la semaine Actu 60. Une émission d'aujourd'hui est à bâton rompu et en seul invité. Il s'agit de Nera Ilunga. Kaninda, excusez-moi. Il est coordonnateur du mouvement citoyen Echal. L'émission, comme je le dis, sera à bâton rompu. Nous allons parler de plusieurs questions à la fois sur la révision constitutionnelle, leur mouvement citoyen, les états généraux de la justice et puis sur la gestion de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nera Kaninda, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, on a envie, c'est comme ça que nous sommes là pour échanger, édifier les citoyens congolais et surtout les conscientiser à l'éveil patriotique. Et voilà, vous êtes un coordonnateur d'un mouvement, d'un grand mouvement citoyen ECHA. Dites-moi un peu, comment se porte votre structure? Le mouvement citoyen HRDC, entendu par là, engagement citoyen pour les changements, se porte très bien. Et je rappelle que nous avons tenu les élections au mois de septembre dernier, qui m'a permis d'être encore élu pour un mandat une fois de plus de 3 ans. Mais vous n'avez pas invité Kinactu pour la couverture médiatique, c'est méchant. Bon, n'avait pas été, en réalité, n'avait pas été prévu la couverture médiatique parce que c'était fait en fait de manière interne et puis restreinte. Néanmoins, il est très important quand même que la population sache que HRDC est le seul mouvement citoyen démocratique. Le seul. Le seul. Vous entendez par là depuis la création de notre mouvement. Ce n'est pas la fausse modestie parce que j'ai toujours dit que nous devons être des prototypes des changements. Et je crois que déjà nous qui sommes en train de prôner les changements, prôner l'émergence, nous sommes là pour renforcer la responsabilité des acteurs étatiques. Nous sommes tenus soi-même ou nous-mêmes à pouvoir respecter nos propres textes et à être des modèles sur lesquels les politiques et toute autre personne devraient se baser pour pouvoir modéliser la démocratie et éduquer aussi la population aux principes démocratiques. Dites-moi un peu, comment se passe votre organisation? Très souvent, nous constatons que des mouvements citoyens sont plus liés à l'opposition. C'est le cas avec votre structure? En réalité, les mouvements citoyens ne sont pas liés à l'opposition. Par contre, les mouvements citoyens font partie de la société civile. Sauf que dans le contexte de notre pays particulièrement, la société civile a été... Il y a toujours eu une tendance, il y a la société civile proche de l'opposition et proche de la majorité. Où vous êtes situé? Nous ne sommes ni proches de la majorité, ni proches de l'opposition. Nous faisons partie de la société civile et nous faisons notre travail comme tel. Et c'est comme ça que je tenais à souligner, c'est que la société civile, dans le contexte congolais, a commencé par des organisations classiques, ça veut dire des ONG, comme nous avons vu la ZADO, la MDH, la VSV et tant d'autres, qui étaient des organisations plus classiques, formelles, comme organisation non gouvernementale par rapport ils se sont conformés par rapport à la loi de 2002 sur les ASBEL. Et ce qui fait en sorte que auparavant, la conception n'était basée que sur des organisations classiques telles que la VSV, la CAGE, telles que l'AMDH et tant d'autres. Alors, le vent des mouvements citoyens qui n'avait pas commencé ici, en RDC, qui a commencé jadis, et vous vous souvenez avec Balai Citoyen et autres en Afrique de l'Ouest, et c'est un vent qui est arrivé ici, bien entendu avec la Loucha en 2012, si je m'en abuse. Et le vent du mouvement citoyen est venu dans un contexte donné de la prédation politique, de la dictature, de l'aggravation de violations massives des droits de l'homme, ce qui en fait en sorte que ces contextes puissent fixer la perception, les regards sur les mouvements citoyens d'une certaine manière. Donc, on a caricaturé les mouvements citoyens, alors que les mouvements citoyens font partie intégrante de la société civile. Et pour éclaircir la société civile, il faut que chacun comprenne d'où vient la société civile, quelle est la source de la société civile. Nous souvenons-nous tous qu'à l'époque, il s'agissait des civilisations, des royaumes, il ne s'agissait pas des États. Avec les déclins des civilisations et des royaumes, il s'est avéré que
avec la mise en place, par exemple, des Nations Unies et tout ce qui va avec, on a formalisé l'institutionnalisation des États. Ça veut dire que les États sont devenus des institutions qui ne sont pas incarnées par des individus, mais qui sont incarnées par un cadre juridique qui fait des institutions des personnes morales, mais dont les personnes physiques exercent des responsabilités. Et ces personnes, pour exercer les responsabilités des institutions, ils doivent passer par des mécanismes démocratiques. Par exemple, les élections. Nous avons les élections directes pour les présidents de la République et indirectes pour, par exemple, le gouverneur et tous les autres. Alors, ce qui fait que ces personnes qui dirigent les institutions sont des individus, qui ne sont pas des personnes parfaites, qui sont des individus comme tout autre, avec des faiblesses, des équations personnelles, et ils doivent être surveillés par la population qui leur a doté du pouvoir, qui leur a donné le pouvoir. Et c'est là que tire la source de la société civile. Et la société civile, son travail, c'est tout simplement de pouvoir renforcer les responsabilités de l'État à travers les personnes qui assument ces responsabilités-là, de pouvoir s'assurer que les désirataires de la population soient pris en compte et soient mis en œuvre à travers les politiques publiques que le gouvernement met en place. Et nous constatons que la plupart aussi des structures de la société civile sont rachetées par le pouvoir en place. Chaque régime a ses sociétés civiles, ses structures de la société civile. Ça, c'est une technique de la manipulation politique et persuasive qui consiste tout simplement, pour des gens sans moralité, à pouvoir prendre par étau la société civile. Mais il faut aussi souligner que la société civile, de manière élargie, comprend toute structure qui ne fait pas partie de l'État. Donc, ce qui veut dire, un ministre peut avoir son ASBEL. Son ASBEL fait partie de la société civile, ça ne fait pas partie de la société politique. Le président de la République peut avoir aussi son ONG. Son ONG fait partie de la société civile, ça ne fait pas partie de la société politique. La société politique ne prend en compte que les partis politiques, les acteurs politiques et les institutions politiques. Point barre. Tout ce qui ne fait pas partie de ces cadres politiques fait partie de la société civile. Les syndicats, toutes les associations syndicales font partie de la société civile. Ça ne fait pas partie ça n'appartient pas à des individus ou encore à des branches politiques. Ça fait partie de la société civile parce que leur travail, c'est réclamer ou renforcer les responsabilités des dirigeants, par exemple, des entreprises, du ministère de la fonction publique ou des ministères du travail. Donc, ça fait partie de la société civile. Et c'est de cette manière qu'on doit comprendre la société civile. Mais ici, on a caricaturé la société civile comme pour les uns, comme des opposants politiques et pour les autres comme des attachés politiques pour pouvoir assouvir les besoins mesquins des décideurs politiques qui, dans la plupart des cas, sont généralement médiocres. Donc, il est très important d'éclaircir sur ça parce que les gens se font aussi acteurs de la société civile sans les savoir. Donc, quelqu'un qui est membre d'une ONG qui défend les droits de l'homme fait partie de la société civile. Quelqu'un qui est membre d'un syndicat fait partie de la société civile. Quelqu'un qui est membre d'une ONG non gouvernementale, que ce soit nationale ou internationale, fait partie de la société civile. Mais sauf que chacun exerce ses activités selon ses orientations, selon ses objectifs assignés, et c'est ce qui les définit de manière particulière et ce qui les différencie aussi des autres. Donc celui qui défend particulièrement les droits de l'homme et fait partie de la société civile, et il est pareil à celui qui, il y a une ASBEL, une fondation, qui fait des œuvres caritatives, par exemple, qui fait des œuvres philanthropiques, par exemple. Les églises sont régies par la loi sur les ASBEL. Or, la loi sur les ASBEL ne cadre pas les politiques, ça cadre plutôt la société civile. Et les églises font partie de la société civile. Mais les églises ne sont pas des cadres politiques ou des cadres personnalisés de certains individus. Et c'est de cette manière qu'on doit comprendre la société civile. Maintenant, les mouvements citoyens sont venus tout simplement, dans une certaine mesure, pour s'attaquer plus sur les problèmes concernant les droits de l'homme, concernant la bonne démocratie, concernant la bonne gouvernance également, concernant aussi les développements. Mais les mouvements citoyens ne vont pas exercer comme l'Église peut exercer. Les mouvements citoyens ne vont pas exercer forcément comme la VSV, comme la CAGE, qui sont des organisations classiques. Les mouvements citoyens ne vont pas exercer forcément comme les organisations syndicales. Et c'est là où il y a maintenant la différence. Par exemple, nous pouvons aller directement faire une manifestation publique, nous pouvons faire un lobbying, nous pouvons faire un plaidoyer, mais les syndicats, lui, il doit être en contact permanent avec les dirigeants de l'entreprise.
Donc, les actions, nous faisons tous partie des mêmes corps, mais nous nous différencions par nos objets spécifiques qui nous distinguent les uns des autres et qui distinguent même la finalité de chaque organisation qui fait partie réellement de la société civile. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre. Maintenant, pour que ce soit les ONG des droits de l'homme ou les mouvements citoyens, comment est-ce que nous exerçons? Nous avons des cas de la révision constitutionnelle, par exemple. Nous avons les cas de violation des droits de l'homme. Si il faut parler de ces cas-là, la société civile, son travail, c'est de renforcer la responsabilité de l'État. Ça veut dire faire le monitoring des violations des droits de l'homme, dire à l'État, voilà, dans telle situation, il y a une violation des droits de l'homme, voilà les recommandations que nous vous faisions pour que vous en preniez en compte et renforcer votre politique en matière de droits de l'homme. Dites-moi un peu, ECHA existe depuis combien de temps? ECHA existe depuis 2017, décembre 2016 plutôt. 2016, dites-moi un peu, quelles sont les démarches que vous aviez menées ont été avec succès? D'abord, il faut distinguer deux périodes. Le période de la prédation politique de Joseph Kabila, où nous étions plus sous pression, nous faisons des actions de pression, et la seconde période après l'alternance politique qui avait amené Félix Tshisekedi au pouvoir. Et sous Kabila, nous avons mené des manifestations publiques, nous avons fait des plaidoyers, bien évidemment que les plaidoyers n'aboutissaient pas, parce qu'il y avait cette méfiance aiguë entre nous et les régimes de Joseph Kabila. Il n'y avait pas vraiment cette marque de confiance ou même de collaboration parce qu'ils ne nous en donnent pas l'occasion. Et lorsque l'occasion était donnée, c'était pour manipuler, pour assouvir, pour pouvoir piéger et enfin de pouvoir vous rendre au silence. Mais certaines langues disent que vous êtes les dérivés de la société civile. C'est quoi? C'était le nom vient de m'échapper encore maintenant. Vous sortez d'une autre société civile, donc vous êtes vous êtes rebellé, vous êtes racheté par le pouvoir de Kabila pour créer ECHA. Non. ECHA a été créé par des militants qui faisaient partie de la Loucha. De la Loucha, oui, c'est ça. Effectivement, c'était juste une mésentente à l'époque entre les amis sur une question donnée parce que c'était de l'argent. En réalité, la source, c'était de l'argent, d'autant plus qu'il y avait quelqu'un qui aurait perçu de l'argent auprès du pouvoir pas du pouvoir, d'un citoyen congolais qui s'était dit il va soutenir les jeunes dans l'ère des marges, mais il s'avérerait que le groupe qui avait perçu de l'argent avait dissimulé cela au lieu de pouvoir mettre à la disposition de tout le monde. Voilà, et c'est l'information. Non. L'histoire, c'est que lorsque Loucha Kinshasa, parce qu'il ne s'agissait pas de créer Borna-Bissau, il s'agissait de Loucha Kinshasa qui a pris l'information. Et l'information n'est pas venue, d'ailleurs, l'information était venue de Jean-Marie Kassamba, qui l'avait dit sur Télé 50. Donc, quand l'information était diffusée à la télévision, il fallait que les uns se disent non, il faut qu'on enquête, qu'on sache réellement. C'est vrai parce que la manière dont on le disait, ça paraissait vrai. Alors, les gens ne pouvaient pas être accusés pour des faits dont ils n'ont pas connaissance et devaient savoir la réalité. Donc, c'est comme ça qu'une commission avait été mise en place pour pouvoir aller chercher l'information à la source pour en savoir. Mais c'était aussi un piège qui était fait. Et la rencontre d'enquête a été diffusée sur Télé 50 et ce qui avait créé des remous. Et même les gens qui avaient mis en place la commission avaient commencé à mépriser, si je peux dire ainsi, la commission. C'est comme ça que les amis s'étaient sentis lésés parce que c'est quelque chose qui était institué ensemble et ce n'est pas parce que l'échange a été mis sur la place publique que les autres devaient mépriser. Donc c'est comme ça, c'est senti lésés, c'est comme ça qu'ils avaient quitté la Loucha parce que les mouvements n'avaient pas assumé sa prise de position de pouvoir enquêter sur les faits. Et c'est ce qui avait amené à ce que un groupe d'amis puisse quitter la Louche et puis en fin de compte, ils avaient mis en place ou créé le mouvement citoyen ECHA-RDC. En créant ECHA, quelle est la part des Congolais? La part des Congolais, c'est que ECHA vient avec un aspect, une valeur ajoutée par rapport à la mentalité. Nous disons, après les diagnostics, nous comprenons qu'en réalité, le problème n'est pas d'homme. Le problème, c'est la socialisation, c'est ce que nous avons hérité de l'époque coloniale, c'est les systèmes qui sont mis en place, qui forment des médiocres, des Congolais médiocres. Vous voyez tous comment est-ce que l'UDPS a été pendant autant d'années.
Mais avec ce que nous observons aujourd'hui, vous comprendrez que ce n'était même pas question d'être membre de l'UDPS. Donc, c'est juste des Congolais qui n'étaient pas au pouvoir, qui n'avaient pas de responsabilités et qui se prétendaient des personnes intègres. Mais lorsqu'ils ont eu les pouvoirs, vous voyez comment ces mêmes personnes sont devenues des présumés prédateurs économiques qui ont des comportements aussi nocifs que ça. Donc, c'est pour tout simplement dire qu'il ne s'agit pas ni des Kabila, ni des Félix, ni des Katou, mais il s'agit d'un système social qui socialise des Congolais à être des médiocres, à être ces personnes qui eux-mêmes deviennent des dangers pour la République. Et il faut reprogrammer cet homme congolais. C'est comme un téléphone, un ordinateur qui est infecté. Il faut reformater et puis réinstaller encore un autre système. Donc, c'est cette approche que nous avons amenée pour amener les gens à pouvoir changer de mindset, et un mindset qui prédispose l'homme congolais à l'émergence, au développement, et que chaque acte qui est posé soit l'acte qui est conscient et qui propulse le développement ou l'émergence de notre pays. Et voilà. Et Tchar, ça veut dire, vous avez dit engagement citoyen. Pour les changements. Et voilà. Vous prenez le changement. Aujourd'hui, une situation, une question qui refait surface sur la révision ou le changement de la Constitution. J'aimerais d'abord savoir quelle est la position de votre mouvement citoyen quant à cette question. Le mouvement citoyen HRDC ne s'est pas encore prononcé officiellement, mais vous savez, avec les principes, nous nous basons d'abord sur les principes, parce que les principes qui est prévu par notre Constitution, c'est la révision et non les changements. La révision est cadrée par l'article 218, 219 et bien entendu 220, et que si la révision devait être faite, il devait être faite selon ce que prévoient les 3 articles que je viens de citer tantôt. Donc, l'article 218 prescrit que l'initiative de la révision peut venir du président de la République, et lorsqu'il parle de la révision constitutionnelle, c'est légitime parce que c'est prévu et c'est légal. Ça peut être initié par les parlements, et si les parlements l'initient, ça aussi c'est légitime, c'est légal, et ça peut être initié par une pétition de 100 000 Congolais. Et si cette démarche est aussi initiée, c'est une démarche aussi légitime et légale parce que c'est prévu par notre Constitution. Donc, ce qui veut tout simplement dire que la révision constitutionnelle peut-être la bienvenue, peut-être est évident, et cela ne peut pas susciter ni des remous ni des problèmes si on parle de la révision constitutionnelle aussi longtemps que cela est cadré et prévu par la Constitution. Mais par contre, les bémols seraient évidents sur la question du changement de la Constitution, parce que le changement de la Constitution va permettre à lever plusieurs verrous. Par exemple, le verrou prescrit par l'article 220 qui cadre la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, qui cadre le principe de la préservation des articles qui garantissent les droits de l'homme de manière générale, et même des prérogatives des entités territoriales décentralisées des provinces. Donc, si on change la Constitution, ça veut dire qu'on laisse un champ ouvert à plusieurs autres choses qui ne seraient pas bons pour notre pays, et qui, d'ailleurs, nous ne savons pas qui seront dans, comment dirais-je, dans le vent de ces changements de la Constitution. Mais cela ne veut pas dire que les changements de la Constitution est impossible. Parce que dans les principes de la démocratie, si aujourd'hui la population congolaise s'élève de manière majoritaire pour que la Constitution soit changée, cela sera fait. Mais si c'est un individu qui se dit, moi je vais changer, je souhaite qu'on change la Constitution parce que ses motivations personnelles les poussent ou l'excitent à pouvoir changer la Constitution, là c'est un bémol. Mais pour l'instant, à notre avis, la révision constitutionnelle est évidente, pour la simple raison, tout simplement, qu'elle est prévue et cadrée par la Constitution. Mais les changements de la Constitution, ça, c'est nous mettre dans un chemin de feu, dans un chemin incertain, parce que nous ne savons pas là où ça va aboutir, encore que cela ne nous permettrait plus de pouvoir mieux garder ou garantir les principes de la démocratie tels que verrouillés par l'article 220. Il est certes que réviser la Constitution, c'est la respecter elle-même. J'aimerais savoir quelle est l'opportunité présentement. L'opportunité de la révision constitutionnelle... Parce qu'il y a beaucoup à faire. Les routes sont dans des états délabrés. Comment je vais dire, le social des Congolais ne marche pas. Je me demande, est-ce que c'est la Constitution qui bloque tout ce changement-là?
Quelle Nullement. est la grande opportunité? Nullement. Quand vous parlez d'opportunité, je comprends que c'est une expression utilisée, une expression manipulatrice des acteurs politiques. Non. Et bien évidemment, je vais le dire. Parce que c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que nous constatons. Est-ce que c'est vrai ou faux que les choses ne marchent pas? Le social ne marche pas. Il faut faire la différence. Qu'est-ce que la Constitution a à voir dans tout ça pour changer les choses? Il faut faire la différence entre l'efficacité des actions gouvernementales et la révision constitutionnelle. Nullement, il est prescrit que pour changer pour réviser la Constitution, il faut que les choses marchent. En termes des droits économiques, sociaux et culturels, nullement c'est prescrit. Quand on fait des amendements dans la Constitution américaine, est-ce qu'on les fait parce que telle chose marche ou telle chose ne marche pas? La comparaison n'est pas raison. Ici, c'est la RDC. Et puis, ne comparez pas le social des Américains à celui de la RDC. Non. Je ne compare pas les social, je compare les motivations dont vous soulevez. Parce que vous parlez des opportunités, oui. Vous parlez du niveau de vie sociale ou de la situation des infrastructures. Ça n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle. Si la révision constitutionnelle devait être, la constitution plutôt, devait être révisée, ça c'est pour une motivation autre que les problèmes de la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels. Donc ça n'a rien à voir avec les niveaux de vie sociale. Les niveaux de vie sociale a à voir avec les actions gouvernementales qui n'ont pas de lien directement avec la Constitution. La Constitution n'empêche nullement le gouvernement à mobiliser assez de recettes. La Constitution n'empêche en rien le gouvernement à pouvoir garantir ou pouvoir respecter les droits économiques, sociaux et culturels. Ça n'a rien à voir. Et pour d'abord revenir à la source, quand Félix a parlé de la révision constitutionnelle, il n'a pas parlé des sociales, il a parlé, par exemple, des difficultés à pouvoir composer le gouvernement. Parce que la manière dont c'est prévu par la Constitution, ça a bloqué et nous l'avons vécu tous. Et vous ne croyez pas que ça, c'est légitime? On ne va pas dire qu'on ne va pas réviser la constitutionnelle parce que la révision constitutionnelle, parce que les sociales n'avancent pas, alors que la composition du gouvernement a déjà posé problème. Ne savions-nous pas que les retards que pose la composition du gouvernement a des incidences également? Et surtout que dans le contexte congolais, la gestion à la base n'est même pas solide. Et que beaucoup de choses dépendent toujours de la fonctionnalité du gouvernement congolais. Donc c'est ces retards-là qui entraînent le détournement aujourd'hui? Je n'ai pas parlé des détournements. Les détournements, ça, ce sont des actes individuels. Non, c'est moi qui vous relance par rapport à cette question, oui. Non, la question des détournements, ça, ce sont des comportements relatifs à des individus médiocres. Et je l'ai dit tantôt ici, par rapport à une mauvaise socialisation où nous avons des politiques qui sont préparés à être des présumés criminels ou des criminels économiques. Donc ça n'a rien à voir avec la question de la Constitution. Si la question de la Constitution, la Constitution devait être modifiée, par exemple, pour revoir la manière dont le gouvernement se compose, ça c'est légitime. Vous n'allez pas interdire à Félix d'initier une révision constitutionnelle sur cette question-là. L'article 218 lui donne cette légitimité d'initier une révision constitutionnelle. Par contre, il n'a pas de légitimité pour initier les changements de la Constitution. Ça, il faut faire ces distinguos-là. Et quelque chose qui est légitime, vous ne pouvez pas les lui interdire. Lui, il parle du changement de la Constitution. Il n'a pas parlé... Vous l'avez suivi, ce que vous avez suivi au Katanga, lorsqu'il a parlé avec arrogance que je suis le garant de la nation, nul ne peut m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. Nous allons changer la Constitution. Vous avez suivi ça? Pour la révision constitutionnelle, ça c'est légitime de son droit. Pour les changements constitutionnels, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas légitime. Mais apparemment aussi, vous fouillez cette question de l'opportunité. Quelle est l'opportunité? L'opportunité, il y en a plusieurs. Lesquelles? Comme il y a plusieurs. Renforcer la gouvernance des entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, qu'en est-il de la gouvernance des ETD? S'il faut renforcer réviser la Constitution pour ça, il le faut. Aujourd'hui, qu'en est-il de la collaboration entre les assemblées provinciales et les gouverneurs?
Nous avons vécu tous pendant toutes ces années comment est-ce que ça fonctionne. Il faut changer la constitution pour ça. S'il faut réduire les trains des institutions du pays, il faut réviser la constitution. Quel est l'échevauchement entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Ne voyez-vous pas que le Sénat n'est qu'une charge de plus qui consomme des millions, qui peuvent servir à la réhabilitation des routes, à l'amélioration des questions, par exemple, de l'amélioration des routes, des dessertes agricoles ou même des... Qui fixe le salaire, les émoluments des députés, la Constitution qui fixe le salaire des ministres, du gouvernement, Les ministres devaient être payés combien? Parce que là, c'est la loi des finances qui les prévoit. Vous n'allez pas vous apitoyer sur les salaires des ministres, parce que ça, c'est légitime. Il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il soit payé. Ça, c'est pas un problème. Les problèmes en termes du Sénat, les ministres touchent combien? Parce que moi, je ne maîtrise pas les salaires des ministres. Pour parler, je ne peux pas parler sur des choses que je ne maîtrise pas. Et encore faut-il souligner qu'il est légitime qu'un ministre ait un salaire décent. Ça, ce n'est pas un problème. C'est qu'il faut lutter, c'est qu'il doit être l'objet de nos actions, déjà, un fonctionnaire ne peut pas toucher, un fonctionnaire de l'État ne peut pas toucher le même salaire qu'un ministre. Donc, le salaire des ministres sera toujours élevé par rapport à un fonctionnaire. Par contre, il doit y avoir adéquation entre les différentes échelles des salaires. Améliorer, augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État, augmenter les salaires des professeurs d'université, augmenter les salaires des magistrats, améliorer par exemple les conditions de vie et de travail des magistrats. Ça, ce sont des adéquations qui doivent être faites. Donc, on ne va pas refuser les salaires d'un ministre alors que le travail qui doit être fait, c'est l'adéquation entre les niveaux d'échelon des différents salaires. C'est ce qui doit être fait. Donc, vous n'allez pas demander à ce qu'on refute les salaires d'un ministre alors que le travail, ce n'est pas les salaires d'un ministre, c'est plutôt voir comment rendre adéquats les salaires des personnes dont les magistrats, les fonctionnaires de l'État, dont leur salaire est plus bas. Ça, c'est le travail qui doit être fait. Et je rappelle ici que la question des salaires fait partie des droits économiques, socio-culturels. Donc, tout le monde doit avoir un niveau de vie suffisant. Et le niveau de vie suffisant incombe à la responsabilité des dirigeants ou du gouvernement de pouvoir s'assurer que les salaires soient adéquats pour tout le monde, pour que chacun puisse vivre dans des conditions qui lui permettent de mieux travailler et de mieux vivre et de mieux participer au déroulement ou au développement de sa communauté et de sa société. Parlons un peu, aujourd'hui l'opposition aussi s'élève. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il ait bain de sang? Il n'y aura pas bain de sang si la volonté... Parce que Félix s'est opposé, tout en étant l'UDPS, contre le changement ou la révision de la Constitution. Mais ce qui étonne aujourd'hui, il soutient ça farouchement. Qu'est-ce qui est caché? Mais il est président de la République, c'est légitime qu'il puisse promouvoir la révision constitutionnelle. On ne peut pas le lui refuser. On ne peut pas aussi refuser à une personne... Pourquoi quand il était à l'opposition, il s'y opposait contre la révision constitutionnelle? C'est l'ivresse du lait. Est-ce que la révision constitutionnelle est-elle mauvaise? C'est moi qui pose les questions. C'est la question fondamentale que chacun de nous doit comprendre. La révision constitutionnelle, c'est légitime. Pourquoi quand il était à l'opposition, il s'opposait farouchement? C'était son opinion, madame. Donc il a changé. Mais pourquoi on ne peut pas évoluer? Ah bon? Delis Sesanga n'a pas fait une proposition de loi de révision constitutionnelle. Bien motivé, bien bâti. C'est lui-même qui s'oppose aujourd'hui. Mais qui est la première personne dans ces pays aujourd'hui, depuis 2019, à proposer la révision constitutionnelle? Ce n'est pas Delis Sesanga. Il n'était pas au pouvoir, il était toujours dans l'opposition. Et il les proposait de manière légitime parce que déjà c'était son droit. Et il estimait qu'il y a beaucoup de failles dans la Constitution qui ne permettent pas au pays de se décoller. Félix est au pouvoir et ça sent, ça démontre... La Constitution lui donne... C'est comme s'il a les velléités de s'éterniser au pouvoir. Il n'a jamais dit ça. Ça, ce sont des prétentions. Il n'a jamais dit ça. Non. Madame, ça se constate. Madame, il est clair. Nous sommes des élites dans ces pays. Nous sommes des éducateurs de masse. Nous avons tous étudié, à moins que pour les personnes qui n'ont pas étudié la logique. Je pars tout simplement sur le fait que nous tous, nous avons étudié la logique et nous connaissons les syllogismes. Que dit la Constitution de notre pays? La Constitution dit que la révision constitutionnelle peut être faite, peut être initiée par le président, par le Parlement et par la population. C'est prescrit.
Quels sont les sujets ou les articles qui peuvent faire l'objet de la révision constitutionnelle? Les articles qui concernent la durée et les mandats du président de la République ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Comment est-ce qu'on peut réfléchir quand on parle de révision, on parle de s'éterniser au pouvoir? C'est illogique. Donc, une personne qui réfléchit comme ça, je ne sais pas les raisonnements ou en termes de syllogisme, quel est le raisonnement qu'il fait. C'est pourquoi j'ai dit au début ici, la révision, elle est légitime et peut être faite sans problème. Par contre, c'est le changement de la Constitution qui peut amener Félix à s'éterniser au pouvoir. Parce qu'en changeant la Constitution, on arrive à une autre république et là, ça donne l'opportunité à Félix de continuer le pouvoir. De postuler, si ça demande encore d'organiser les élections, il peut encore postuler pour un autre mandat à zéro. Et Félix parle du changement de la Constitution. Je n'ai pas suivi où Félix a affirmé les changements de la Constitution. Par contre, d'ailleurs, si on doit être honnête, il a dit, il n'avait jamais parlé de troisième mandat. Il a dit à Lubumbashi. Pourquoi on doit faire des fixations sur ces termes au pouvoir alors qu'il a dit... Ce n'est pas un faux fouillon. Mais quand on révise la Constitution, comment on peut parler... Une fausse modestie. Déjà, moi, je ne prête pas des intentions aux gens. Moi, je base sur des faits factuels. Les faits factuels sont clairs. Il a parlé de la révision de la Constitution. Et d'ailleurs, il avait dit auparavant que ce n'est pas une urgence et qu'il faut qu'une commission serait mise en place pour établir là-dessus. Et ça, c'est la légitimité. On ne peut pas les vouloir pour ça. Donc, ça, c'est sa légitimité. S'il faut initier la révision, ça, c'est son droit. La Constitution les prévoit et on ne peut pas s'en vouloir pour ça. La question, c'est tout simplement quelle est la pertinence de pouvoir réviser la Constitution, sur quoi on va réviser la Constitution, les choses ou les articles, par exemple, qui feront l'objet de la révision, le contenu de cette révision serait-il pertinent pour pouvoir favoriser l'émergence ou pouvoir résoudre certains bémols des attaques que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et ça, ce sont des matières à réflexion. Nul n'est providentiel, nul n'a l'autonomie de pouvoir réfléchir ou pouvoir répondre de manière soudaine à ces questions-là. Et si il faut y réfléchir, nous avons tous les droits de réfléchir autant que nous jouissions de nos droits fondamentaux et de notre liberté, que ce soit d'expression, de prise de position ou de pensée. Et moi, je crois à ce sujet, ça ne devrait pas nous amener à la manipulation persuasive, ça ne devrait pas nous amener à des prétentions ou à pouvoir prêter aux gens des intentions. Par contre, ça doit amener chacun de nous à réfléchir. Et quand on parle de révision constitutionnelle, il n'y aura jamais de troisième mandat en révisant la Constitution. Et ça ne viendra jamais. Donc, chacun de nous devrait se pencher sur si on devrait réviser la Constitution, qu'est-ce qui peut faire l'objet de la révision? Parce que la prétention que Félix Tshisekedi a faite, personne ne peut l'empêcher d'initier une révision constitutionnelle. Et même s'il en a parlé, je ne sais pas de quelle manière, la réalité c'est ça. Personne ne peut l'empêcher plutôt s'il faut réviser. Mais ce dont on doit l'empêcher, c'est si l'intention ou les faits nous amènent vers les changements de la Constitution, parce que les changements de la Constitution vont nous ouvrir à autre chose. Donc, quand on est intellectuel, on est élite du pays, on doit savoir réfléchir, éduquer notre masse, dire à notre masse ce qu'il faut. Parce que quand vous refusez la révision constitutionnelle, aujourd'hui Nera refuse la révision, demain il sera président de la République, il va faire avancer certaines choses, il va toujours vouloir la révision constitutionnelle. Ah, ça sera malhonnête. Et ce que Délis Sassang a fait, c'est ça être malhonnête. Soi-même chercher la révision, et quand l'autre cherche la révision, toi-même tu t'opposes encore. Donc toi-même tu ne sais pas ce que tu veux. Alors, être honnête, c'est dire aux gens que la révision est prévue par la Constitution, elle est cadrée par la Constitution, et c'est légitime que Félix puisse l'initier aussi longtemps que cela respecte les prescrits de la Constitution. Augustin Kabouy a dit que cette Constitution est une malédiction pour les Congos. Comment vous analysez ces propos? Est-ce qu'un politique peut tenir des propos pareils tout en manquant le sens républicain? C'est là maintenant où il y a beaucoup à dire. Et moi, je doute sur la moralité d'Augustin Kabouy. Déjà, il tombe sur la première chose, c'est la manipulation persuasive. Dire aux gens que l'article 217, ça permet, c'est pas moi, de vendre ou de laisser des territoires, ainsi de suite. Cette interprétation abusive n'est qu'une manipulation persuasive. Deuxièmement, dire que notre Constitution est une malédiction et tout ceci,
Bon, en vrai, je n'ai jamais pris de manière pour considérer des manières. Je ne prends jamais mon temps à suivre ce qu'Augustin Kabouya a dit parce qu'il n'a jamais rien dit de bon, de contributif, une valeur ajoutée, il n'en a jamais apporté. Donc, ce qu'il lui fait, ce n'est que comme un coq qui chante à tout moment pour raconter de quoi satisfaire, assouvir les avantages qu'il bénéficie du pouvoir qu'a l'UDPS. Donc, tout ce que Kabouya a dit ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, que ça soit pareil pour Kabouya, pour les opposants, c'est du pareil au même. Donc, chacun fait ce qui lui semble bon pour pouvoir garder ses positions ou bénéficier des intérêts ou quoi. Ici, d'ailleurs, ça les amène à ce qu'on appelle une parjure. Parce que nous avons tous des serments. Et les serments que nous faisons, d'être au service de la population, les serments que nous faisons pour être au service de l'intérêt commun, ne peut pas être modifiés sous aucun intérêt ou sous aucun prétexte que ce soit. Et je crois que la population congolaise qui est avertie, à moins qu'il y ait des gens qui suivent Kabouya à tout bout des champs, ça c'est pourri, mais pour les gens qui sont avertis, les gens qui sont consciencieux, peu consciencieux, moins consciencieux ou consciencieux, ces personnes ne peuvent pas prêter l'oreille à ce que raconte Augustin Kabouya. Et voilà, Nera Ilunga, parlons un peu sur les états généraux de la justice. Vous aviez suivi ça. À quel état d'esprit aviez-vous reçu ces grandes assises? Déjà, l'initiative était bonne. Nous félicitons les ministres de la Justice parce que il fait preuve d'engagement, il fait preuve d'assiduité dans ce qu'il est en train de faire. Aussi du populisme? Pas du populisme. Je crois qu'il est redevable envers nous. Et il a le droit de pouvoir être redevable envers nous, nous dire ce qu'il en est et ce qu'il fait. Ça, c'est son devoir. Et ce n'est pas du populisme plutôt. Et j'espère qu'il va continuer aussi dans sa démarche avec plein d'énergie qu'il a eu à manifester jusqu'à présent. Mais bien entendu qu'il n'est pas parfait parce qu'il y a beaucoup des insuffisances, des bémols, des choses à améliorer. Et ça, c'est même par rapport aux états généraux de la justice que malheureusement, j'ai pas pu participer. J'aurais eu vouloir même contribuer aux travaux préliminaires qui avaient abouti aux travaux définitifs parce qu'il y a beaucoup des insuffisances. Les insuffisances, pourquoi? Parce que notre justice a les premiers problèmes, c'est les problèmes de la mentalité de l'homme congolais en général. C'est que dans la plupart des cas, et pour la plupart des Congolais, sont prédestinés ou prédisposés à être des médiocres. Et ce qui fait que les magistrats sont dans ce lot-là. Les acteurs du secteur de la justice sont dans ce lot-là. Ça, c'est les premiers bémols. Le syndicat s'oppose contre les conclusions. Ce sont les mêmes personnes, ce sont les gens, les parents même. Donc, ce sont des gens qui se sont créés une accoutumance à la médiocrité et qui ne veulent pas sortir de cette accoutumance. Ça, c'est le premier problème. Et ce qui n'a pas été traité au cours des États généraux. Le deuxième problème qui n'a pas été traité au cours des États, qui n'a pas été bien traité lors des États généraux, c'est les conditions de vie et de travail des magistrats. Oui, oui. Vous ne pouvez pas envoyer un magistrat au parquet. Vous ne lui donnez pas l'argent pour les papiers duplicataires. Vous ne lui donnez pas l'argent pour déjeuner. Vous ne donnez pas les moyens. Pas de bureau. Déjà pas de bureau. Pas de cachot pour pouvoir détenir provisoirement les gens. Vous ne donnez pas les moyens pour qu'ils puissent donner un mandat d'amener par exemple. Comment est-ce qu'il envoie les agents des parquets pour pouvoir arrêter une personne? Vous ne lui donnez pas les moyens pour pouvoir faire des enquêtes parce que lui, surtout les magistrats des parquets, il doit faire des enquêtes pour établir les faits. Il n'a pas de ce moyen-là. Mais cette personne-là, qu'est-ce que vous faites? Et je rappelle, le comportement, c'est un conditionnement. Si je me retrouve sur ces plateaux, c'est parce que j'ai été conditionné à parler sur des sujets qui intéressent la population congolaise ou l'intérêt commun. Donc, si vous ne mettez pas les magistrats dans de bonnes conditions de travail, mais attendez-vous qu'à la corruption, attendez-vous qu'au parjure, attendez-vous qu'au délit de la justice. Parce que vous-même, vous les prédisposez à cela. Et ça n'a pas été bien traité pendant les États généraux de la justice. Et ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est les questions des réformes. Aujourd'hui, le code pénal que nous utilisons, c'est le code pénal archaïque. Nous en sommes toujours là. Par rapport à l'évolution des choses, les choses devaient évoluer. Même les infractions devaient évoluer.
Nous sommes toujours sur des infractions anciennes. Il n'y a pas l'évolution en termes de manière de définir des infractions. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'effets d'impunité. Aujourd'hui, vous voyez que Nicolas Kazadi, sur des faits présumés contre lui, il est lavé. C'est parce qu'il n'y a pas de réformes. S'il y avait des réformes, si aujourd'hui on avait des parquets financiers, on avait des magistrats spécialistes sur... Son émission avec le journaliste, lorsqu'il dit, avant de sortir, j'ai appelé le chef de l'État, il m'a dit, attendez un peu, je dois vérifier. C'est tout ça. Parce qu'il est orgueilleux, il est hautain, parce qu'il sait que vous n'en pouvez rien contre lui. Et en réalité, vous n'en pouvez rien. Il a un soutien. Ce n'est pas qu'il a un soutien. Comment vous l'accusez? Comment vous lui imputez les faits? Il a dit lui-même. Non, d'abord parlons des faits. Quel fait vous allez lui imputer? Pourquoi Kamer a été acquitté? Parce que vous ne pouvez pas... Vous avez soulevé une bonne question. C'est parce que vous ne savez pas lui imputer les faits. Nera, Vital Kamerhe a été accusé, détenu même, au cachot, à Makala. Après quelques temps, c'est le chef d'État qui passe dans une émission en disant que Kamerhe est un homme sérieux et intègre. On a tous vu ce qui s'est passé, Kamerhe a été lavé. Nicolas Kazadi, de la même façon, il a été arrêté, soupçonné d'avoir détourné des millions. Après quelques temps, d'ailleurs, il avait même fui, il est parti. C'est le chef d'État qui passe dans une émission en disant que Nicolas Kazadi est le ministre des Finances le plus sérieux que la RDC n'a jamais vu. N'est-ce pas que c'est lui-même l'auteur de fragiliser la justice de son pays? Pour Kamer, j'avais suivi, mais pour Nicolas Kazadi, je n'ai pas suivi. Là où il a dit que Nicolas Kazadi est le ministre sérieux, et ça, je n'ai pas suivi. Mais sauf, j'ai suivi qu'il a dit qu'on les jetait en pâture alors qu'il avait, il avait apporté des résultats sur des résultats par rapport au truc des FMI et tout. Et ça, ce sont des choses mises à part parce que les déclarations... C'est une manière de fragiliser la justice lorsqu'un chef d'État lui-même, le garant qui dit ça. Vous manquez les mots. Pour les cas, je ne manque pas des mots. Par contre, je vais bien édifier les choses. Pour les cas, prenons les cas par exemple de Vital Kamerhe, c'est que ce sont des déclarations politiques. Mais moi, je ne vais pas sur les déclarations politiques. Moi, je vais sur des faits. Parce que dans l'état des droits, vous me voyez par exemple, j'ai poignardé quelqu'un. Vous allez me porter plainte que j'ai poignardé quelqu'un, mais quand vous n'avez pas de preuves, on ne peut pas m'imputer ces faits-là. Vous oubliez que la politique précède le droit dans notre pays. C'est pas que la politique précède les droits. D'abord, il faut que les faits soient évidents. Parce que moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je ne viens pas pour imputer à quelqu'un des choses dont je ne sais pas prouver. Donc, je ne sais même pas prouver la présomption des faits. Parce que, bien évidemment, que c'est le juge qui va déterminer réellement, infirmer ou confirmer, mais je dois en être capable au moins de présumer le fait que ces faits sont jugés, sont prétendus ou coupables de telle infraction ou telle autre. Parce que Nicolas Kazadi, pour tout ce qu'on lui accuse, je vous jure qu'il est difficile de lui imputer ça sur le plan juridique. On n'a pas de parquet financier. C'est pourquoi vous avez vu, le ministre de la Justice avait voulu initier les parquets financiers. C'est parce qu'on n'a pas de spécialistes qui peuvent tracer l'effet de corruption, l'effet de détournement des deniers publics, les blanchiments des capitaux. Alinguet avait tort par rapport à cette question. Tort, comment? En soulevant cette question de détournement. Alinguet, il n'a pas tort. Mais Alinguet, il fait son travail, d'ailleurs, il le fait très bien. On l'encourage dans la manière de le faire. Mais vous savez, dans le contexte d'un état de droit, on ne parle pas sur des inductions. L'induction, c'est par exemple, moi, je vais voir Nicolas Kazadi pour une dette publique. Nicolas Kazadi me dit, non, je vais te donner l'argent. Je vais te payer l'argent. D'ailleurs, je vais m'empresser pour te payer l'argent, mais tu me donnes 20%. Vous savez comment ça fonctionne? Parce que si Nicolas Kazadi retire les 20% directement, ça sera tracé. Et pour que ça n'en soit pas tracé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer à la personne l'argent, et c'est cette personne qui va s'arranger à pouvoir lui rétrocéder ces pourcentages. Comment vous tracez ça pour établir un fait de corruption? C'est impossible. Or, il faut des parquets financiers, il faut
former des magistrats qui sont spécialistes dans ça, des magistrats qui connaissent les pratiques du blanchiment des capitaux, parce qu'on appelle ça le blanchiment des capitaux. L'argent sale, il faut la blanchir, les mettre sur un canal qui justifie. Tant que vous avez entreprise, salon de coiffure, beaucoup c'est pour déblanchir l'argent. Moutaï bimbongo, a même un hôtel, a cotisé on est recette hôtel, on est comme normal. Et quand on dépose à la banque, on dit quoi? Il y a recette, il y a entreprise. Or en réalité, il y a bon qui n'a pas. Mais ces blanchiments des capitaux là, c'est pas n'importe qui peut les dénicher. C'est pourquoi il faut des réformes, des bonnes réformes, comme dit le ministre, des réformes courageuses, audacieuses. C'est ce qu'il faut. Parce que aussi longtemps que cela n'est pas fait, des gens vont lapider les deniers publics de manière intelligente sans que vous en ayez des preuves et sans que vous ayez des faits à pouvoir les inculper. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est là où il y a aussi des faiblesses en ce qui concerne les états généraux de la jeunesse, parce que de la justice, parce qu'il faut un parquet financier, il faut former des magistrats qui sont spécialistes en la matière, qui savent tracer l'argent. Où est-ce que l'argent part? Comment c'est allé? Où c'est sorti? Cet argent est allé comment? Comment c'est arrivé? Bon, ici on voit, cette entreprise fait beaucoup de recettes. D'où viennent? Est-ce que réellement les bénéfices qu'ils déclarent? Est-ce que c'est vraiment ces vrais bénéfices? Ou bazuka kambongo baye babambian on est bénéfices? Il y a une entreprise pour blanchir l'argent sale. Et si ce n'est pas fait, les détournements vont continuer de manière intelligente. Ces gens-là sont très intelligents pour les faire, ils ne sont pas bêtes. Donc, quand quelqu'un détourne l'argent, il est fait de telle manière que beaucoup a été. Détournement intellectuel. Intellectuel, effectivement. Donc, ça, c'est l'une des faiblesses également des États généraux de la justice. L'autre faiblesse des États généraux de la justice, c'est la non-adhésion de ces mêmes acteurs à ces états généraux de la justice. Et c'est pourquoi vous voyez, les uns s'opposent, les autres font ceci, parce qu'ils ne s'en approprient même pas, ça ne les concerne pas. Ça dérange. Ça dérange effectivement. Parce que quand il y a un fait, il faut corrompre, il faut faire les trafics d'influence, ainsi de suite, on n'aura plus l'argent qu'on avait si les réformes sont faites. Donc c'est pourquoi ces différents failles des états généraux de la justice doivent être prises, comme on dit, prendre les taureaux par les cornes, pour que cela soit rattrapé, permettre à ce que des réformes qui soient faites, qu'on ne fasse pas seulement des réformes, mais qu'on fasse des réformes intégrées, qui prennent en compte tous les facteurs, tous les secteurs, tous les domaines, pour que tout soit pris en compte, les conditions de vie et de travail des magistrats soient significativement améliorées, qu'un magistrat soit mieux payé et travaille dans de très bonnes conditions. En ce moment-là, vous ne les conditionnez pas à la corruption, vous savez les suivre, et quand ils tombent dans la corruption, ils ne savent même pas justifier que j'ai manqué un papier, j'ai manqué ceci. Et même sur le plan psychologique, il aura tort parce que vous l'avez déjà conditionné à de bonnes conditions de travail et de vie. Et je crois que c'est de cette manière au préalable qui devrait permettre de pouvoir renforcer les secteurs de la justice, et aussi, à mon avis, il faut qu'il y ait ces cadres de contrôle et de participation citoyenne entre la société civile et les secteurs de la justice. Parce que si nous continuons à travailler de manière en apartheid, ça n'aide pas la justice. Parce que nous savons voir les choses comme il se doit. Nous savons savoir où est-ce qu'il y a eu faille, où est-ce qu'il y a eu vice de procédure, où est-ce qu'il y a eu un problème. Nous devons avoir un plan de travail commun avec les secteurs de la justice et même les secteurs exécutifs pour évaluer ensemble qu'est-ce qui est prévu de faire, pourquoi ça n'a pas été fait, quels sont les facteurs qui ont fait en sorte que ça ne puisse pas se faire et qu'on puisse aller de l'avant. Et pour cela, il faut qu'on ait une théorie des changements. Cette théorie des changements va nous amener à des stratégies de gestion axées sur les résultats. Nous devons savoir, parmi les réformes qui sont initiées, les actions qui sont initiées, les choses qui doivent être faites, comment ça doit être fait, quelle est la responsabilité de qui devait faire quoi, qui a prévu de faire quoi, et on évalue la responsabilité de chacun, ce que chacun fait, et on sait savoir à quoi rime l'évolution des résultats, et si l'évolution de ces résultats ne rime pas, à qui la faute ou qui n'a pas fait son travail comme il se doit, et comment d'ailleurs on peut améliorer cette théorie ou les objectifs ou même les moyens pour permettre à ce qu'on puisse arriver à un moment donné
à l'évolution ou au changement dans notre pays. Et cela ne se fait pas en un clin d'œil. C'est des années, c'est des moyens à mobiliser, des moyens en termes de ressources humaines, en termes de moyens techniques et également en termes de moyens financiers. Bon, M. qui nous tendons déjà vers la chute de l'émission, j'aimerais que vous adressiez un mot par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. La gestion de la ville de Kinshasa, là encore, c'est un problème. Je participais hier dans un atelier et je l'ai souligné. Les problèmes dans notre pays, c'est les départs. On commence tout sous un mauvais départ ou sur un mauvais départ. Et ça fauche tout. Apparemment, Kinshasa n'est pas géré. Hein? Kinshasa est géré, mais la gestion de Kinshasa est partie sur un mauvais pied. On ne sent pas qu'on a un gouverneur ici. Les embouteillages, n'en parlons pas, l'insalubrité, les couloudas, on ne sent rien. On ne sent, dans la réalité, on ne sent rien parce que on ne profile pas des bonnes stratégies. On n'a pas de bonnes perspectives stratégiques qui peuvent permettre à ce qu'on puisse avancer. Parce que dans les faits réels, nous sommes experts en développement. Il n'y a rien qui viendra d'un coup de bâton magique. Que ce soit en termes de lutte contre l'insalubrité, que ce soit la lutte contre le banditisme urbain, que ce soit la lutte contre les embouteillages, il n'y a rien qui sera résolu d'un coup de bâton magique. Ça sera un processus. Et ce processus doit être un processus participatif dont la population s'en approprie et qui permettent à ce que tout le monde puisse y participer. Le gouverneur lui-même ne va rien faire aussi longtemps que les gens ne participent pas d'abord au diagnostic. Qu'est-ce qui est à la base des embouteillages? Qu'est-ce qui est à la base de l'insalubrité? Qu'est-ce qui est à la base de l'insécurité? Ça demande ce que nous appelons des études. Ça demande ce que nous appelons un diagnostic. Et ce diagnostic doit impliquer toutes les parties prenantes, directes ou indirectes, dans la gestion de la ville de Kinshasa, je ne sais pas moi, dans tous les acteurs qui participent au sein de la ville-province de Kinshasa. Tout le monde doit y participer. Et c'est de cette manière qu'on peut aboutir à des vrais résultats qui pourraient être mis en œuvre et dont chacun aura une part des responsabilités. Vous ne voyez pas qu'il y a d'abord un problème de la vision? Lorsqu'on a une vision, quand on vient dans un poste de responsabilité, et cette vision-là qu'on doit mettre en pratique, apparemment on ne sent pas que le gouvernement avait une vision pratique pour la vie de Kinshasa. Il ne suffit pas d'avoir une vision. La vision, c'est quoi? C'est ce qu'on veut atteindre. C'est l'idéal qu'on veut atteindre. Ça peut venir de tout le monde. Donc chacun de nous a toujours un idéal. Moi, si je suis à telle place, je vais faire ça, je vais faire ça. On ne s'arrête pas là. Après la vision, il faut définir des objectifs. À part les objectifs, il faut définir les moyens qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. À part ça, il faut définir les stratégies que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces stratégies. À part ça, il faut définir les moyens, il faut définir les parties prenantes, il faut définir comment est-ce que cela peut amener à des résultats qui impactent. On peut avoir une vision, mais si ce processus-là est biaisé, ça vous fauche. Et puis, comment est-ce qu'il faut arriver? Aucune action public ne peut aboutir s'il n'y a pas la participation de tout le monde. Et la participation de tout le monde, c'est à tous les échelons. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes du banditisme ou de Koulouna à Kisensu de la même manière qu'à Kalam ou de la même manière à Mongafula. Non. Chaque zone a ses particularités, a ses propres propriétés qui nécessitent des actions appropriées, des actions spécifiques. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes des inondations de la même manière. Comment est-ce qu'on peut les résoudre? D'abord, vous avez qu'est-ce qui est d'abord à la base de cela? On ne sait pas poser les bons diagnostics. Parce que tous nos caniveaux qui sont bouchés, les premiers responsables, c'est nous-mêmes, la population, qui les faisons. Est-ce que quand tu viens curer les caniveaux, qu'est-ce que tu fais? La même personne vient et jette encore les plastiques dans le caniveau là. 2 mois après, ça sera encore bouché. Donc tu dois encore revenir curer. Vous comprenez que c'est un peu une approche qu'on appelle une approche intégrée, qui doit prendre en compte tous les facteurs et qui doit mobiliser toutes les ressources nécessitées et surtout ce qu'on appelle les parties prenantes. Il y a le gouverneur lui-même, il y a ses ministres, il y a les chefs des quartiers, il y a la population elle-même, il y a des leaders d'opinion. Tous ces gens-là doivent être mis en contribution pour trouver des solutions. Je l'ai dit et je les répète,
Aussi longtemps que quelqu'un se dit j'ai une vision pour développer Kinshasa et qu'il croit les résoudre dans son bureau climatisé, ça ne se fera jamais. Qu'il croit résoudre en appelant les services nationaux, ça ne se fera jamais. Tout sera fait si nous faisons un diagnostic participatif. Et d'ailleurs, ECHA va se proposer comme une solution alternative. Nous allons aider à d'abord mener un bon diagnostic, établir des perspectives stratégiques qui va permettre à pouvoir tracer un processus de développement de la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup, Nera. C'était ça votre mot de la fin. Notre mot de la fin, c'est éveiller la population congolaise, surtout à éviter la manipulation persuasive et politique, que ce soit de l'UDPS et que ce soit de l'opposition politique sur la question de la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, elle est légitime. Donc, elle peut être faite parce qu'elle ne va jamais amener Félix un troisième mandat, sauf les changements de la Constitution dont nous devons, nous tous, nous opposer. Nous invitons également aussi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à s'ouvrir, à revenir à zéro, donc à remettre la pendule à zéro pour voir comment bien gérer la ville-province de Kinshasa. Sinon, il est parti des mauvais pieds et c'est un échec qu'il a déjà récolté dès le début de son mandat. Et nous espérons également que le gouvernement qui nous suit à présent puisse favoriser ce que nous appelons le contrôle et la participation citoyenne, parce que c'est le seul moyen qui permet à la société civile de participer effectivement à la gestion de la chose publique. Merci beaucoup, Nera Kaninda. Il était le seul invité sur ce plateau. Une émission à bâton rompu, plusieurs questions à la fois. Il est le coordonnateur du mouvement citoyen ECHA. Merci à Roni Manzila, merci à Desanges. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège le FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.